Bienvenue dans les vraies voix du foot avec Guy Carlier. Bonsoir Guy. Bonsoir à tous. En pleine forme avant cette dernière ligne droite de la Ligue 1 dont on va parler en quelques instants. Heureux, malgré la titularisation de Caleta-Jar, mais non, je suis heureux. Heureux, comme disait Fernand Reynaud. Je vous en parlerai. Emmanuel Galasso, heureux. Très heureux, comme dirait l'autre. Oui, malgré le 1 du TFC. Oui, c'est toi qui étais au stade. Moi, j'étais devant ma télé, mais c'était pas un grand match. Mais bon, voilà, c'était ouvert des deux côtés. Mais il y avait de l'ambiance. Et il y avait de l'ambiance. Les Indians ont été excellents, exactement. Les supporters de Toulouse. Maxime Sénat n'est pas là, il a pris un peu de vacances, on l'embrasse. Mais Marie n'étant pas une grande fouteuse, elle ne se prononcera pas, hein, c'est son choix. Si elle l'est jamais, elle a une illumination footballistique qui lui vient, elle a un micro. Et Quentin Fredon, salut Quentin, ça va? Salut Philippe, les Girondins de Bordeaux ont gagné, tout bien. Finalement Marie parle plutôt alors. Allez, tout menu des vraies voix du foot. Tout de suite, on va parler de la journée de Ligue 1 qui a eu lieu le samedi dernier et de la journée de Ligue 1 à venir où là, on pourra dire que la fumée blanche sortira du siège de la Ligue de... Oui, je me demandais comment il allait la finir celle-là. Elle allait sortir de la Ligue de football professionnel, comme ça on aura tous les classements. Tu veux des avirons? Ensuite, on aura avec le But Football Club, on va parler de la Ligue de football professionnel New Look qui est évoquée depuis hier et depuis cet après-midi avec un format play-off pour conclure. Comme Sud Radio et la station du rugby, ça va rappeler à certains. On pourra finir 6e du championnat et se retrouver avec, non pas le Brennus, mais l'Hexagone, puisque c'est comme ça que s'appelle le trophée. On continuera avec les trophées UNFP, qui ont été, on peut dire, assez parisiens, et on conclura avec l'arbitrage, parce que quand on regarde ce qui s'est passé lors du Barcelone-Real Madrid de dimanche dernier, je dois avouer que je l'ai regardé en bonne partie avec l'ordinateur sur les genoux à l'aéroport de Toulouse, là on se dit que l'arbitrage c'est pas le même à Paris, à Barcelone, je sais pas moi, à Rome ou à Londres. Vous avez une vie trépidante, d'aéroport. Vous êtes un homme Barbara Gould en fait. Un homme hors sol. Allez, c'est pas. On échangeait d'ailleurs en même temps via WhatsApp. C'est vrai. Je suis témoin, vous m'avez même envoyé une image du hall de l'aéroport. Absolument, avec l'ordinateur. Allez, c'est parti pour les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et Guy, je te sens heureux, comme disait Fernand Reynaud. C'est bien la référence antique. Depuis quelques semaines, c'est vrai, je suis heureux parce que le foot, le vrai, celui qui fait battre nos cœurs est de retour. Après la double opposition Inter-Barça, le Classico espagnol le week-end dernier nous a enchantés, vous le disiez Philippe, entre les deux. Notre Ligue 1 a fait honneur aussi au foot. Ce mot honneur est justifié quand on voit que les équipes du ventre mou qu'on croyait déjà parties en vacances comme Angers, Brest et Rennes, on joue à fond, ont battu Strasbourg, Lille et Nice qui, eux, jouent l'Europe. Pourtant, on nous disait le foot est mort, c'est devenu une start-up avec des crampons, les entraîneurs sont des ingénieurs, les joueurs des chiffres sur un tableau Excel, les datas ont bouffé l'humain, les réseaux sociaux distillent la haine. Dans le foot et le fric a corrompu notre passion, tout ça est vrai, et malgré tout, même malgré Vertou, le foot est vivant, très vivant, et il danse. Et on retrouve de la joie, et on retrouve des gestes fous, et on retrouve des gamins de 20 ans qui jouent comme s'ils ne connaissaient pas le mot pression. Panache, intensité, plaisir, ce qui est incroyable en voyant jouer Yamal, Rafinha ou Pedri, Martinez, Thuram, Doué, Dembélé, Barcola, c'est que ces mômes-là semblent prendre justement un plaisir d'enfant à jouer malgré la pression. Alors non, le foot business n'a pas tué le foot passion, il l'a peut-être maquillé, endormi, il n'a pas éteint la flamme, on croyait les émotions enfuies, on les retrouve intactes, les flammes de la passion nous... Oh, j'arrête avec mes phrases à la con, mes lieux communs, les phrases, j'allais vous dire, les flammes de la passion nous consume à nouveau, et en le disant, je trouve que c'est d'un académisme stupide. Donc, je vais vous offrir une intrusion dans ma vie privée, vous la pardonnerez. Mais les hasards de cette vie, justement, ont fait que je suis revenu vivre près de l'école primaire de mon enfance, l'école Ambroise Thomas à Argenteuil. Et hier, en marchant le long du vieux mur en briques rouges, mon regard s'est perdu dans la cour. C'était l'heure de la grande récré, après la cantine. Et de la même façon qu'il y a des décennies, il y avait un match dans la cour de l'école, un ballon, des blousons posés à terre pour faire les buts, vous savez. Absolument. Les capitaines qui avancent un pied devant l'autre pour choisir leur équipe, qui prennent d'abord les bons, puis les moins bons. Le petit gros qu'on mettra dans les buts, le gars à lunettes que le foot n'intéresse pas, qui jouera arrière gauche. Tout le monde veut le ballon et demande la passe à celui qui l'a dans les pieds. Et dans le brouhaha, j'ai entendu
Yamal, passe, Yamal. Ils se prennent pour Yamal comme nous nous prenions pour Pelé, Platini ou Zidane après, chaque génération. À cet instant, j'ai pensé que le foot qui a fait rêver les enfants est de retour. Et ça, franchement, c'est une sacrée bonne nouvelle. Ça, c'est beau. Bravo Guy, comme toujours, pour ton édito. C'est vrai quand même, on va faire un petit aparté sur ton édito, Guy. Il y a quand même des très beaux joueurs dans cette jeune génération qu'on voit en Ligue des Champions, avec le Barça, avec le PSG, avec l'Inter, avec Arsenal. Il y a une génération magnifique qui arrive. Yamal, bon, évidemment, c'est le meilleur exemple. Il a même pas encore 18 ans. Techniquement, il est fabuleux, non ? Il a une finesse. Yamal, en fait, ce qui est beau, c'est qu'il mêle, je trouve, le football actuel avec une efficacité. Alors, il lui manque les statistiques encore, mais on va lui laisser le temps pour ça. Mais il a une efficacité dans les choix, dans les gestes, où il est chirurgical, et en même temps, il a une finesse, une élégance un Ousmane Dembélé a moins, par exemple, si on cite un joueur d'une génération précédente, qui a d'autres qualités. Mais je trouve que Yamal, c'est un mélange de plein de choses qui nous font aimer le foot. J'ai pensé à toi en regardant ce Classico, en voyant Mbappé, qui est un peu dans la loose, parce que lui doit voir le PSG et doit se voir lui avec une saison sans trophée. Et malgré ça, il a planté un triplé. Et il aurait pu faire un quadruplé. Et là, je fais à nouveau mon mea culpa, où je pensais que vraiment il n'y arriverait pas, parce qu'il avait toutes les raisons de ne pas y arriver. Quand on voit le jeu du reste du Real, et ça va poser d'ailleurs d'autres problèmes, puisque Rodrigo, vous avez vu cet après-midi, Rodrigo a quitté l'entraînement. Il refuse depuis quelques jours de sortir de chez lui. Il veut plus jouer parce qu'il considère qu'il est plus mis en valeur dans ce schéma de jeu, et il considère que Mbappé et Vinicius ne feront pas de repli défensif, qu'il est le seul à le faire, Bellingham moyen, et que effectivement ça déséquilibre le truc. On lui demande à lui beaucoup plus d'efforts qu'on ne demande pas à Mbappé. Mais c'est le jeu de Mbappé. À partir du moment où ils l'ont, le gars est derrière la ligne, à la limite de la ligne du hors-jeu, et il part dès qu'il y a une ouverture sur lui, quoi. Il joue sur sa vitesse. Donc, je finis juste là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que Mbappé a prouvé qu'il avait vraiment l'étoffe d'un champion dans ces circonstances-là. Et pour conclure là-dessus, il a failli égaliser en fin de match. Il aurait pu faire un quadruplé, comme Munoz qui rate une occasion en or pour revenir à 4 partout, rappelons-le. Allez, on va parler de la Ligue 1. Le podium est plié, et si je crois me souvenir, depuis quelques mois, dans les vraies voix du foot, on disait tous, grosso modo, Paris, Marseille, Monaco, ou Paris, Monaco, Marseille. Pas surpris ? Non, du coup, on est en accord avec nous. On est en accord. Non, c'est la Ligue 1 qui est en accord avec nous. C'est pas les si mauvais. C'est ça, on n'est pas. On l'avait annoncé en début de saison. Marseille et Monaco sont les deux équipes les mieux armées derrière Paris. Alors après, deuxième ou troisième, ça n'a plus vraiment d'importance vu que la troisième place est qualificative directement, ce qui n'était pas le cas les saisons précédentes. C'est vrai. Mais par contre, on va y venir. Alors la quatrième classe sera qualificative directement uniquement en cas de victoire du PSG. Non, ce sera tour préliminaire. Tour préliminaire. Exactement. Si Paris bat Reims en finale de la Coupe de France. Et là, pour le coup, le suspense est total entre Nice, Lille et Strasbourg, 57 points chacun. Donc, évidemment que cette dernière journée va être passionnante. Strasbourg, ça fait partie justement des surprises. Sa défaite, c'est très étonnant. Elle arrive au mauvais moment. Ce week-end, Lyon a été mis hors course en perdant à Monaco. Le plus grave, je crois, c'est que ils ont été battus sans vraiment se battre. On a senti du découragement en deuxième période. Je parlais de Vertou, c'était pas vraiment gratuit. Fonseca avait aligné un milieu Vertou, Matic, Tessman, c'est-à-dire le milieu probablement le plus lent, le plus poussif de toute la Ligue 1, et face au milieu de Monaco, tu vois, c'est-à-dire Agliouche, comment il s'appelle, t'as de l'impact et de la vitesse à Monaco. Je voulais revenir sur un point, parce que là on était sur la montée, mais quand on regarde le calendrier, est-ce que quelque part, parce que là c'est pour la descente que c'est quand même fondamental, parce que c'est l'autre gros sujet. Alors il va y avoir Saint-Étienne qui est à 1 point du hack de Le Havre suite aux 2 buts en fin de match marqués par les Marseillais, mais différence de buts quasi égale, moins 32 pour Le Havre, moins 37 pour Saint-Étienne. Reims et Nantes sont à 3 points au-dessus de Saint-Étienne, mais avec une différence de but telle, moins 13, moins 16, que même en cas d'égalité, ils passent. Est-ce que, pour vous, qui va aller... Dis-nous contre qui joue Saint-Étienne et contre qui joue Le Havre. Saint-Étienne reçoit le TFC. Exactement. Le Havre va à Strasbourg, avec Strasbourg qui joue pour la Coupe d'Europe. Donc, a priori, c'est beaucoup plus facile pour Saint-Étienne. Nantes, c'est beaucoup plus facile parce qu'eux, ils jouent à domicile Montpellier, pour qui les carottes sont cuites et hyper cuites. Et quand on prend le dernier, Reims, déplacement de gros danger à Lille.
Ouais. Alors là, on peut dire que rien n'est fait en bas. Si on fait les pronostics en étant un peu scolaire, a priori Saint-Etienne ça devrait le faire face à Toulouse qui n'a plus rien à jouer et qui, même si ils ont fait un match honorable face à Lens, mais ils vont pas se tuer à la tâche sur cette dernière journée. Les deux gros matchs qui sont super intéressants, t'en as parlé, c'est évidemment Le Havre qui se déplace à Strasbourg. Donc Strasbourg qui va devoir mettre tout ce qu'ils ont pour se qualifier pour l'Europe. Et Le Havre de son côté. Et Lille et Reims, c'est les deux mêmes scénarios. C'est exactement les mêmes scénarios. C'est le miroir. Ouais. Parce que curieusement, le Havre est pas résigné contre Marseille. Il y a eu cette interruption du terrain, du match. Il y a un envahissement du terrain. Enfin, les gens sont allés sur la pelouse. Et après cette coupure, ils ont pris le dessus dans le jeu sur l'OM. Et ils ont égalisé. Oui. Ils ont mis l'OM en danger, qui après s'en est sorti avec un but à la dernière minute, à 99e de Guéry. Mais il y avait Greenwood qui avait marqué avant aussi. Greenwood avait marqué un doublé de Guéry. Et donc, et vraiment, Le Havre, il y a quelque chose, il y a un instinct de survie terrible. Il y a un esprit, dans cette équipe qu'il y a aussi à Saint-Etienne, qui a peut-être moins à Nantes, je pense, et à Reims, qui semble complètement éteint depuis quelques temps. Alors, mais quand on voit l'écart, la différence de but, on peut dire que pour Reims, il faudrait vraiment un enchaînement de catastrophes. Il faudrait que Saint-Etienne, même Saint-Etienne ne peut pas les rattraper. Alors, ils se retrouveraient éventuellement barragistes. Et si Le Havre gagne, enfin, il y a quand même une telle conjoncture. Vous voyez qui, Saint-Etienne, pour vous, va s'en tirer? C'est Le Havre qui va se retrouver Le Havre 17e et Saint-Etienne barragiste. Ça dépendra aussi de l'état d'esprit de Strasbourg. Est-ce que Strasbourg a renoncé suite à sa défaite de dimanche dernier à une prétention européenne est-ce que dans ce cas-là, s'ils sont sous le choc de cette déception, est-ce qu'ils vont lâcher l'affaire? Et là, Le Havre, en fonction de l'état d'esprit dont on vient de parler, peut s'en sortir. Après, moi, Guy, j'y crois pas trop à ce scénario de Strasbourg parce qu'ils sont en égalité de points avec Nice et Lille. Donc, en fait, si Nice et Lille chutent, ils peuvent passer de la Conférence League à l'Europa League. Ils ont vraiment un entourage qui va pas c'est pas le genre à lâcher l'affaire. Ça va être, on va vivre comme une dernière journée passionnante. Qu'est-ce que tu en penses, Quentin? Je pense, comme Manu, je pense que Le Havre finira avant-dernier, malheureusement, malgré ce qu'il montre dernièrement. Je pense que niveau calendrier, c'est quand même plus simple pour Saint-Etienne, les équipes autour. C'est quand même pas un petit peu injuste quand on voit ce que sont mis les Havrais par rapport à Nantes ou Reims, qui ont vraiment été beaucoup plus poussifs, je trouve. En fait, c'est le reflet de la saison. C'est le reflet de la saison, c'est vrai. Là, il se trouve que sur la fin de saison, tu as raison. Mais sur l'ensemble, c'est le constat, quoi. C'est le constat. La justice, c'est le sport. Donc, c'est le nombre de points que tu as pris. Ce que tu n'as pas pris, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ils ont fait des magnifiques performances, on en parlait à Lens et autres. Mais évidemment qu'au milieu de la saison, ils ont coulé. C'est souvent ce qui peut coûter une descente. On ne peut pas non plus infliger à Digard ce qu'on lui a infligé au niveau mercato et dire, tu vas je trouve déjà qu'il ait réussi à maintenir cet esprit dont tu parlais. C'est déjà une performance d'entraîneur. Maintenant, effectivement, là, ils arrivent à Strasbourg. Ça va être difficile. Ça va être très, très compliqué. Oui. Tu prends 31 points sur 33 matchs. C'est pas non plus. C'est pas mirobolant. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Leur position n'est pas imméritée non plus, quoi. C'est sûr. Non, c'est sûr. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec notre ami Alexandre Corboz, qui a un peu d'avance ce soir. On a fait exprès de le prendre plus tôt pour parler de la réforme de la LFP. Et c'était une info qui était tombée hier soir. Et une autre est tombée cet après-midi sur un format play-off. Mais on va faire un bilan global avec les vraies voix du foot. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Manuel Galasso. On a Quentin Fredon et notre ami du But Football Club, Alexandre Corboz, le rédacteur en chef, vient de nous rejoindre. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre. On va très bien et on va écouter, parce qu'on va parler de la réforme de l'LFP, un résumé que nous a fait notre ami Emmanuel Galasso. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors, si ce n'est une révolution, c'est en tout cas une réforme d'ampleur qu'a proposé hier Philippe Diallo en conférence de presse. Donc, Philippe Diallo, président de la FFF, on le rappelle, et le nom de son projet, il est assez simple, c'est Projet FFF. Et la grande idée derrière le projet, c'est que dorénavant, la fédération soit directement liée à une société commerciale des clubs à compter de la saison 2026-2027, en s'inspirant d'un modèle qu'on connaît bien, qui est le modèle anglais. À la tête de la société commerciale, il y aura donc
un dirigeant qui serait élu par les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2, chaque club ayant le droit à un vote. Donc c'est la fin du pouvoir des grands et une répartition équitable des voix au sein de la Ligue, ce qui s'appellera plus la Ligue. Ce qui aurait pour conséquence également la dissolution de la LFP et donc par ricochet l'éviction de Vincent Labrune. Et les grosses promesses autour de ce projet de la FFF, elles sont très fortes. Renégociation des droits de TV, meilleure répartition de l'argent entre les clubs, le passage de la DNCG sous la responsabilité de la FFF, qui est avant sous la responsabilité de la LFP, la mise en place d'un plafonnement de la masse salariale, la réduction, ou en tout cas le plafonnement, la limite du nombre de joueurs qui a priori serait de 25 par club. Et enfin, là c'est le meilleur pour la fin, t'en as parlé Philippe un petit peu avant, organiser des play-offs sur le modèle du top 14 pour désigner le champion en titre du championnat. Attention, le projet de la FFF ne verra le jour que si la proposition de loi sur la gouvernance du sport professionnel est votée. Et la proposition, elle sera examinée le 10 juin au Sénat. Et ça va être passionnant. Alors Alexandre, tu as entendu le résumé fait par notre ami Emmanuel Gallès. Oui. Est-ce que je peux rajouter un truc sur l'édito d'Emmanuel et puis la loi sera votée en septembre, à la rentrée seulement. C'est examiné. Ce qui veut dire que s'il y a une dissolution d'ici là, on repart à zéro. Donc c'est ça le principal danger. Pour le reste, on va laisser parler. On peut le dire, Guy, le football français tient sur François Bayrou. Oui, mais en tout cas, la bonne surprise, c'est Diallo. On pensait que c'était un substitute et en fait, il s'impose comme un boss. Un titulaire. On pensait que c'était un mec qui organisait des réunions, tu sais, des réunions préparatoires à des réunions plénières, à des comités, à des groupes de réflexion et tout ça. On se foutait de sa gueule. Et bah pas du tout. Il te sort une réforme style Première Ligue. C'est ça. Première Ligue et c'est top. Alors Alexandre, qu'est-ce que tu veux ajouter? Parce qu'on en parle beaucoup dans les colonnes du But Football Club. Bah moi, ce que je retiens, c'est que ça va aussi dans le sens de l'histoire, dans le sens de ce que réclament les clubs. Parce qu'on avait un peu marre, pour citer Joseph Ougourlian, de la petite clique éclairée qui dirigeait le foot français. Oui. Là, au moins, tous les clubs éclairé, pas toujours tant que ça. Hein. Ouais, voilà, mais c'était très cynique, hein. Mais voilà, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les clubs auront une voix, sera simplifié, il y aura plus une DNCG-FFF qui statue pour le foot amateur et une DNCG pour les professionnels. On peut espérer qu'il y ait moins, on va dire, d'interaction et de consignes, sans parler de corruption, mais de consignes de haut lieu pour protéger certains clubs. C'est pas plus mal, c'est quelque chose qui va vraiment dans le sens de l'histoire. Les Anglais sont contents de ce système. Là, on veut l'adapter à la française. Je pense que c'est une bonne idée. Je suis beaucoup moins emballé pour cette histoire de play-off, qui pour le coup est juste là pour enquiquiner le PSG, parce que, soyons clairs, ça existe dans le foot féminin. Parce que l'OL marchait sur le championnat, ça fait plusieurs années qu'on fait des playoffs. Lyon gagne toujours à chaque fois, mais quand on termine le championnat avec 10 points d'avance, c'est quand même inadmissible de se retrouver de pouvoir tout perdre sur un match, sur une finale. Mais je suis bien d'accord. Ça a donné de bons résultats en rugby, en Champions League. Oui, en Champions League, oui, c'est ça. On peut finir premier de poule et se faire éliminer directement en 8e de finale. Coucou à Liverpool, non? Non, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment c'est ce point-là où je suis pas fan. Pour le reste, je pense que c'est une très bonne idée. Et puis, Diallo, oui. Alors, et puis la Ligue saute. C'est surtout à moyen de se débarrasser de notre ami Labrune. Et juste, l'idée des playoffs, c'est Damien Comolli. Et ce qui est intéressant dans la position, tu sais qu'on suit de près le TFC. Damien Comolli était un des très proches de Vincent Labrune, on le sait, il était parmi ses conseillers vraiment les plus intimes. Et là, le move, comme on dit, de Damien Comolli, il est très fort parce qu'en fait, il passe de l'autre côté et en fait, alors je sais pas si on peut parler de trahison, c'est un mot très fort, mais là, on comprend avec cette idée des playoffs et on sait qu'il a beaucoup susurré à l'oreille du président Diallo. Avant Labrune et maintenant Diallo. Oui. Et en effet, Labrune étant le grand perdant, le changement de position stratégique de Damien Comolli est quand même surprenant. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que Labrune se sent effectivement tout seul. Et il veut partir avec panache, donc il s'est dit totalement enthousiaste sur ce projet qui signifie son départ quand même. Mais tu vois,
il a pris, il prend une posture comme ça. Il attaque pas le projet. Il dit que c'est très bien et bon, il va partir comme ça. Finalement, la tête haute. Et alors, juste un petit mot sur Vincent Labrune, ce serait effectif à partir de la saison 2026-2027, donc pas la saison prochaine. Il lui reste 3 ans de contrat à Vincent Labrune, donc il fera encore une année et il arrêterait a priori 2 ans si c'est confirmé tout ça. Oui, 2 ans avant la fin de son contrat. Un golden parachute. Alors il y a une question qui se pose quand même parce que la Première Ligue, c'est le championnat le plus riche du monde. Et de très loin, est-ce que le championnat français qu'on appelle la Ligue des fermiers, des paysans, parce que les Farmers League, au Royaume-Uni, est-ce que vu nos maigres moyens, notamment, on va remuer quand même le couteau dans la plaie des droits télé par rapport aux droits télé anglais, est-ce que c'est pas vraiment le coq qui essaye de se faire aussi puissant que l'aigle, même si l'aigle, ou plutôt les 3 lions, comme c'est l'emblème de l'équipe d'Angleterre. T'as raison. Bah moi personnellement, je pense qu'il faut pas comparer là-dessus. Il faut plus comparer sur la structure, sur l'efficacité de la structure, sur le fait de simplifier les instances, de plus avoir 2 instances parallèles qui disputent, mais un front uni. Moi, voilà, je compare pas parce que le but c'est pas de rattraper les Anglais. Les Anglais, ils ont 4 milliards de droits télé. On les reverra plus les Anglais. Faut pas se leurrer. Mais si déjà ça pouvait limiter la casse, et ça va aussi dans le sens du rapport des sénateurs Savin et Lafont. Qui l'avait préconisé. Donc ça va vraiment dans le sens de tous ceux qui ont étudié le dossier, qui sont des gens sérieux, qui se sont dit qu'on pouvait pas continuer comme ça. Et pour le coup, c'est vraiment une excellente nouvelle pour le foot français. Après, ça va être long à mettre en place parce qu'il faut modifier la loi. Voilà, c'est peut-être là le problème, c'est qu'il y a un temps de mise en place. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quid, on vient de nommer Nicolas Taverneau pour gérer le droit télé, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que c'est lui qui va prendre la suite? Justement, Alex, Nicolas Taverneau, c'est ce que je disais, donc chaque club votera pour le dirigeant qu'il souhaite pour la nouvelle LFP. La nouvelle, c'est pas une association, c'est une entreprise, la nouvelle société. On sait que le président Diallo, qui ne vote pas, c'est pas une dictature, c'est pas lui qui fait les élections, mais il a beaucoup d'affection pour Nicolas Taverneau. Et ce qu'il a fait, c'est un grand monsieur de médias, Nicolas Taverneau, qui a été patron du groupe M6, etc. Et notamment, depuis sa reprise de LFP Média, il a fait du super boulot et il a impressionné les présidents de club. Donc c'est pas impossible que Nicolas de Taverneau, je sais au conditionnel, mais soit plutôt en bonne position déjà et plutôt la cote, ça c'est sûr, et soit peut-être en bonne position pour devenir le dirigeant de le premier dirigeant historique. D'autant qu'il n'est pas impliqué, il est arrivé après DAZN. Juste une petite parenthèse quand même, on parlait de la dernière journée de championnat, le multiplex qu'on a appelé nultiplex la semaine dernière était affligeant, c'est honteux. C'est, si tu prends une échelle de 0 à 10 de médiocrité, 10 étant Raymond Domenech, DAZN, sur le niveau des retransmetteurs télé, est à 11. Spinal Tap, le gars qui met son ampli, il est tout fier parce qu'il a 11 sur son ampli, tu vois. Eux, c'est pareil. C'est affligeant. T'as 2 écrans tout à coup, alors qu'il se passe rien sur le match de gauche et qu'il y a un truc hyper important à zoomer à droite. Les commentateurs, on n'en parle pas, ils sont à la rue. C'est terrible, terriblement. Il y a plus de fric, donc voilà, quoi. Évidemment, ça se sent. C'est cheap, c'est presque une honte pour les clubs français. Si on voit le verre à moitié plein, on peut se dire que grâce à la médiocrité de DAZN, ça a accéléré le processus et ça a ouvert la porte au renouveau. On peut le voir comme ça. Est-ce que cette affaire, cette société, alors c'est pas pour la saison prochaine évidemment, ce serait pour la suivante, et est-ce que ça peut changer quelque chose pour les futurs droits télé? Parce que je rappelle que DAZN se retire, qu'on voulait faire une télé de la Ligue, que si la Ligue disparaît, la télé de la Ligue, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que Canal va revenir ou pas? On est vraiment dans le flou, mais même pas artistique, dans la purée de poids, comme disent les Anglais. Je pense que ça peut jouer pour Canal+, qui veut plus négocier avec Vincent Labrune. Déjà, le retour de Nicolas de Taverneau a changé un peu la donne. Si derrière on leur dit qu'il y a plus ce personnage à la tête de la Ligue, à la tête de la structure, ça peut évidemment changer la donne. Moi, ce que je note surtout, c'est très important, et on n'a pas parlé jusqu'à présent, ça va mettre fin à ce côté téléphone arabe, parce que dans ce qu'il y a dans le projet actuel, on passe toujours sur le même schéma quand on doit décider des droits de télé. C'est d'abord le passage au collège de Ligue 1 qui donne son avis sur la question. Ensuite, il y a un vote
seulement de la clique éclairée. À chaque fois, on passe par un téléphone arabe. Et là, au moins, ça va simplifier de A à Z le processus. Et sur le droit télé, et au moins, ça sera vraiment un vote démocratique. Et pas les copains qui votent. Et puis en espérant que ceci dit, la Fédé a toujours un droit de veto sur toutes les décisions. Mais oui, tu as raison. Puis Taverneau arrive comme il est tout propre, tout pur. Bah oui, évidemment. Moi, je pense que ce qui peut aussi changer la donne au niveau des droits, c'est les résultats du foot français. Oui. Si le PSG gagne la Champions League, et puis après, si on fait l'Euro ou le Mondial, il y a déjà sur le plan international, si la France commence à avoir des résultats, la Coupe du Monde des clubs. Si le PSG, par exemple, alors je suis pas sûr la Coupe du Monde des clubs. Après, le PSG gagne la Ligue des Champions, la France la Ligue des Nations et le PSG la Coupe du Monde des clubs, là, ce serait strike. Et surtout, si on arrive à attirer des grands joueurs, c'est ça qui, tu vois, à l'époque Neymar, Messi, c'était. Non, mais là, t'attireras les grands joueurs. S'il y a un changement à ce niveau-là, déjà ça va changer au niveau du PSG. Les joueurs vont être demandeurs. Alors que là, c'était terrible. Il fallait faire des chèques pour avoir monstrueux pour des joueurs qui n'étaient pas motivés en plus. Si l'argent est mieux réparti, ce qui est le but, c'est-à-dire que les clubs de bas de classement ou de milieu de classement pourront mettre des salaires, même s'il y a un salarié cap, pourront mettre des salaires plus importants, attirer des meilleurs joueurs. Et la santé d'un championnat, c'est pas que les 2-3 premiers, c'est la santé globale des clubs, et ça part d'en bas, c'est un nivellement après qui part vers le haut. Alexandre. Oui. Non, pour le salary cap, je suis plus mitigé parce que c'est un peu le modèle. Il faut voir comment ils veulent le mettre en place, ce salary cap. Si c'est le modèle américain, en laissant quelques joueurs au-dessus d'un certain seuil, là, c'est pas très intéressant parce que du coup, mécaniquement, ça va baisser le niveau de pari. Oui. À l'inverse, si c'est un salary cap un peu à l'espagnol, 70% des revenus, ça fait bien. Ça contrôlera un peu mieux le fonctionnement des clubs. Donc il y a des bonnes idées, il faut voir comment elles sont proposées et modifiées. Mais il ne faut surtout pas aller vers un modèle... c'est ce qu'ils ont l'air de dire, 70% des revenus. Oui, parce qu'en fait, le modèle espagnol, c'est pas mal. Derrière, ça crée des problèmes. On l'a vu avec le Barça. Si le Barça a eu plusieurs années de coups de mou, c'est parce qu'ils avaient ce fameux salary cap qui dépassait systématiquement quand il a été instauré, et qu'aujourd'hui, ils reviennent seulement à l'équilibre au 1 pour 1, ce qu'ils appellent en Espagne. Et c'est pour ça aussi que ça a engendré des années compliquées. Donc c'est à double tranchant, on va dire, parce que c'est Paris, si on se rend compte aujourd'hui que Paris, avec leurs revenus non gonflés, c'est 300% des revenus. Là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir vendre des joueurs. Faut voir comment ils le mettent en place. Après, Alex, je pense que l'idée derrière ce salary cap, au niveau de la symbolique, c'est pas tellement un Marquinhos qui gagne 10 millions d'euros, c'est plus un Teddy Savanier par an, c'est plus un Teddy Savanier qui va gagner un 3 millions par an, ou 4, même plus, il a 4 millions et quelques. Non, c'est déjà trop, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du symbole, on se dit c'est le PSG, c'est le Qatar, tu vois, ils ont les reins solides. Quand tu vois la saison que fait Montpellier, que tu vois un Savanier qui prend, et moi je fais jamais le procès aux joueurs des salaires, c'est pas du tout mon genre. Pour eux, on dirait oui. Que chacun gagne ce qu'il gagne, il n'y a aucun souci avec ça. Mais enfin, quand même, quand tu vois un Savanier, tu viens de dire. Non, mais Guy, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la symbolique, on se rappelle de l'histoire. Savanier qui gagne 210 000 euros par mois et qui balance aux supporters, je gagne 210 000 euros, je vis bien la descente, donc d'une manière un peu insolente. Il ferme là, limite. Voilà. C'est ça qui n'était pas très bien passé. C'est clair. Pour revenir sur les salaires. C'est clair. Un dernier mot, on a 1 minute 30. Vous pensez que c'est crédible l'affaire des playoffs? Parce que moi, j'imagine pas une finale de Ligue 1 comme il y a la finale du top 14 où le président de la République remettrait la coupe, l'hexagone au capitaine de l'équipe gagnante. Vous y croyez, vous pas? Moi, j'y crois pas du tout. Parce que je connais pas un championnat en Europe, dans les grands championnats, où ça se termine comme ça. Au-delà du fait de pas avoir d'autres exemples, d'un seul mot, on l'a pas dit, mais le grand perdant de tout ça, c'est quand même le PSG, qui avait l'appui de La Brune et qui faisait à peu près ce qu'il voulait sur la répartition des droits TV et autres. Le PSG perdrait déjà beaucoup de batailles. Je vois pas le PSG perdre cette bataille qui lui rajouterait du calendrier au moment de la fin de la Ligue des Champions. Donc je pense que Paris mettra le veto là-dessus et que ça se fera pas. Moi aussi, je suis persuadé que ça ne se fera pas, ça. Je suis persuadé que ça se fera aussi. Parce que ça s'est fait au féminin. Ça s'est fait sur la Ligue féminine. Et ça a remis si c'est au vote effectif de tous les acteurs, tous les adversaires du PSG ont intérêt de jouer sur un match le titre. Je te rappelle que la fédération a un droit de veto, donc ils pourront toujours dire ah oui mais non. Voilà. Si vraiment ils mettront pas le PSG en danger. Ouais, mais c'est pas si on force chez les féminines, c'est pas mettre en danger le PSG. Si jamais on leur dit que les 4 équipes qui vont en demi-finale de ces playoffs sont d'entrée qualifiées pour la Ligue des Champions et après on se bat juste pour la symbolique du titre. Paris, ça leur posera peut-être pas tant de problèmes, même si ça perdre des titres à cause de ces playoffs alors qu'ils ont fini avec 10 points d'avance, ça peut être problématique, mais ça existe dans tu sais par qui ça peut être mis en cause, ça, par le diffuseur télé qui dira moi je veux pas de ça, je veux tel format. C'est eux qui imposeront.
le diffuseur peut être très content d'avoir un match à la vie et à la mort du PSG en fin de saison. Bah oui, c'est lui qui décidera. C'est lui qui décidera. Merci beaucoup Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club, cet excellent site de football qui publie des articles tous les jours et qu'il faut vraiment visiter. Allez, tout de suite, on va parler des trophées UNFP. Restez bien avec nous avec les Vraies Voix du Foot. Retour des Vraies Voix du Foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Quentin Fredon. Et maintenant, c'est ton édito, mon cher Emmanuel. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et tu as un coup de gueule sur la surreprésentation du PSG au trophée UNFP. Le PSG a été à l'honneur, c'est le moins qu'on puisse dire, durant cette cérémonie des trophées UNFP. Alors, pour être tout à fait honnête, pour ce qui est des trophées individuels, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat. Ousmane Dembélé, meilleur joueur, rien à dire. Désiré Doué, meilleur espoir, pareil, on va pas créer de la polémique pour rien. Pour l'entraîneur, moi j'avoue que j'ai ma préférence pour Liam Rosseigneur, l'entraîneur de Strasbourg, pour la saison extraordinaire qu'a fait Strasbourg. Il est l'artisan de cette grande saison, mais pas de scandale non plus à ce que Luis Enrique, compte tenu de la grande saison du PSG, ait le trophée de meilleur entraîneur. Non, par contre, moi ce qui m'a fait bondir, c'est ce 11 type, le fameux 11 type de la saison 2024-2025, avec les 11 meilleurs joueurs, dans lequel on retrouve 9 Parisiens, et sur les 2 non parisiens, c'est comme ça qu'on les appelle, il y a Lucas Chevalier, le gardien lillois, et Ryan Cherki, le milieu offensif lyonnais. Et alors Ryan Cherki, en plus, il nous a fait une petite pépite, une petite sortie au moment de faire son discours. Quand on lui dit est-ce que tu te verrais jouer à Paris, il dit moi oui, j'ai mes potes qui jouent au PSG, donc Barcola et consorts, donc il se verrait bien dès l'année prochaine rejoindre ses copains. Donc en fait, si je suis un peu de mauvaise foi, on n'a pas 9, mais on a 10 joueurs du PSG sur l'équipe type de la saison. Mais pour revenir sur le 11 type, moi ce qui me fait sauter, une fois de plus, ce qui me fait bondir, c'est qu'il faut quand même avoir les reins solides là pour aller voir Greenwood et Akliouche et leur expliquer que Barcola a fait une meilleure saison qu'eux, pour aller voir Rabiot, Zakaria, voire même Kerrer et leur dire les gars, vous n'avez pas votre place dans la meilleure équipe de la saison. Cette cérémonie n'est pas devenue une mascarade parce qu'elle était déjà, mais je rappelle quand même que c'est les joueurs et les entraîneurs qui votent, mêmes qui se plaignent de l'hégémonie du PSG. Donc, pour avoir une petite formule Philippe Davides, c'est le serpent qui se mord la queue. Allez, pas de moi celle-là. Guy, est-ce que c'est devenu les trophées UNFP PSG ? Ce qui est étonnant, c'est ça. C'est que ce sont les joueurs et les entraîneurs qui ont voté. C'est pas des footix, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, mettre Chevalier dans les bus, ça obéit au sentiment général, c'est le futur gardien de l'équipe de France, etc. Au PSG, il y a un gardien de niveau mondial, du top 5 mondial, donc qui a l'expérience, qui a fait une saison remarquable, etc. C'était le poste où il fallait mettre Donnarumma. Tu vois ce que je veux dire. Pour le reste, évidemment, Manu a tout à fait raison. Je me mets à la place de ces joueurs, André Santos même, de Tolisso, Rabiot, tous ces gars-là. C'est assez décevant et même incompréhensible. Enfin bon, c'est un entre-soi, quoi. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser. On parlait de Chevalier. Alors, ça m'a fait rire parce que quand tu disais que Cherki a fait des offres de service, même pas camouflées, à l'époque, quand Donnarumma faisait des cagades, Chevalier était sur les tablettes du Paris Saint-Germain. C'était un épouvantail du club. C'était un des épouvantails du club, donc tu peux dire qu'il y avait 11 tu veux dire ça. Oui, voilà. C'est exactement ça. Est-ce que quelque part, Donnarumma, tu peux pas l'élire meilleur gardien de Ligue 1 ? Puisqu'en Ligue 1, il n'a rien à faire. Tu peux l'élire meilleur gardien de la Ligue des Champions. Mais tu peux l'élire meilleur gardien de la Ligue des Champions, parce que c'est vrai. Mais l'élire meilleur gardien de Ligue 1, le mec, il passe 80% de ses matchs en RTT. Meilleur gardien de son immeuble. Il l'est aussi, faut le dire quand même. Mais c'est vrai, t'as raison. J'avais pas pensé à cet aspect des choses, mais t'as raison. Moi, j'y ai pensé, en Ligue 1, il n'y a rien à faire. Le problème, malheureusement, c'est pas là-dessus qu'ils ont pas fait cette analyse-là, quoi, tu vois. Il y a quelque chose, c'est très démago, ça obéit à des raisons. Tu sais, c'est la fameuse phrase dans les films de Sautet, il avait ses raisons, les gars ont leur raison d'avoir mis Chevalier, parce qu'il est dans l'air du temps, parce que c'est le futur de l'équipe de France, parce que c'est un très bon gardien, et qui sera vraiment, probablement, dans les plus grands gardiens mondiaux, mais en tout cas, voilà, et puis Cherki, ce pauvre Cherki, c'est terrible de le retrouver là, au milieu du PSG, et faire une offre carrément comme ça, mais c'était difficile, le gars il est là, il est surpris par la question, de la même façon que, sans le vouloir d'ailleurs, parce qu'il faillotait avec les gars, tu vois, c'était pas un piège vraiment, mais quand il demande à Dembélé où il veut jouer, l'autre il met un tacle à la carotide à Deschamps, qui est à côté de lui. Et Deschamps lui remet un tacle en disant la prochaine fois je te mettrai à gauche. Donc voilà, mais ça c'est bon enfant. Mais sinon sur le vote, Manu a 100 fois raison. Alors, bien sûr. Est-ce que le titre de meilleur joueur de Dembélé, c'est pas aussi la récompense du travail
parce qu'il a... Au début de la saison, on disait qu'il devait tuer 3 mouettes par entraînement et 2 pigeons les soirs de match, comme il mettait X tirs pas cadrés 3 mètres au-dessus, et que là, il a tellement bossé qu'il est devenu un serial buteur. Parce que c'est pas la récompense du travail. La symbolique, elle est belle. On rappelle que les 5 dernières saisons, c'était Mbappé meilleur joueur. Mbappé meilleur joueur français à l'étranger, d'ailleurs, avec le Real. Et la grande question qu'on se posait en début de saison, c'est oulala, il n'y a plus Kylian. Qui est-ce qui va prendre le leadership? Alors, il y avait Barcola qui avait une petite hype. Doué n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Et on disait, bon, le candidat numéro 1, a priori, c'est Dembélé. Mais comme tu dis, l'image de Dembélé qu'on avait à ce moment-là, on disait, mais il peut pas. Monsieur Vendange. Exactement, il a pas les épaules pour. Et il les a eu, 21 buts, meilleur buteur. C'est lui qui a porté le PSG. Là, il y a un travail de Luis Enrique. Totalement. Il est allé au bord du clash avec Dembélé. Souvenez-vous du match aller à Arsenal, du premier match. Du premier match en poule en octobre. Et là, je pense que effectivement, je comprends que Cherki puisse être intéressé par le PSG. Parce que, avec Luis Enrique, il franchirait un cap, il serait cadré. Et il a besoin de ça. Quand tu vois ce que Fonseca a fait de ce mec, le mettre remplaçant, il a une responsabilité dans la débâcle lyonnaise, cet entraîneur, parce que Cherki se retrouve dans l'équipe type. Alors qu'il a joué des bouts de match, ou alors il a joué à l'aile. On lui a fait bouffer la ligne de touche. C'est honteux. On est bien d'accord. Après, il faut dire là, quelque chose. Là, tu te dis que Cherki au PSG sera cadré par Luis Enrique, qui le fera jouer peut-être un jour arrière-gauche, comme il aime faire, etc. Mais qui, dans les matchs, va lui donner de l'envergure et de la rigueur. Et c'est un bosseur, Cherki. Deux choses. Je suis pas sûr que le profil Cherki plaise beaucoup à Luis Enrique. Ça, il n'y a que lui qui a la réponse. Et la deuxième chose, c'est est-ce que Cherki aujourd'hui arriverait à se faire une place avec Doué, Gvara? Non, il sera dans la rotation. Il sera dans la rotation. Donc ça demande un Enrique qui veut Cherki, un Cherki qui accepte de jouer dans un second rôle, et un Cherki qui est quand même la petite... Et des clubs anglais qui soient calmes sur le marché du truc. Tu voulais réagir, Quentin? Puis on parlait de l'hégémonie du PSG tout à l'heure. Je suis quand même d'avis à ce qu'il, même s'il ne veut pas rester à Lyon, à ce qu'il aille autre part. Parce qu'il faut créer son histoire, il faut créer une histoire. On parlait d'Mbappé qui va au Real et qui crée pas son histoire avec Paris. Là, ça serait un peu similaire, je pense. Il faut qu'il crée son histoire ailleurs. Mais t'as et qu'il se dresse désolé, mais s'il va ailleurs, en France, il n'y a que le PSG. Hein. Non, je pense pas. Ça peut être l'Angleterre. J'ai dit en France. Bien sûr, en France, c'est le PSG. Mais il a raison. Mais Doué, quand il part de Rennes au PSG, tu vois, il crée l'histoire avec le PSG. Oui, c'est ça. Donc, je suis pas sûr que Cherki, comme tu l'as dit, ait sa place actuellement à Paris. Je suis d'accord. Une question. Tu as cité son nom, Doué. Est-ce que c'est pas vraiment la méga révélation? Le type, il est hyper jeune. Il arrive, il se retrouve international en équipe de France. Il montre qu'il a un sang-froid de dingue en mettant le tir au but vainqueur. Mais il a un avantage par rapport à Cherki, c'est qu'il est polyvalent. Oui, c'est vrai. Alors que Cherki, quand tu le mets à l'aile, ça va pas. On est bien d'accord. Mais c'est pas la grande révélation et que lui, c'est vraiment mérité s'il joue au PSG. Guy a fait un mea culpa et je le remercie sur Mbappé. Je vais faire mon mea culpa à Guy, moi, sur Doué, quand on en parlait en décembre. Même toi, d'ailleurs, Philippe, avec Guy, vous étiez assez d'accord pour dire que vous étiez hyper impressionné par Doué. Toi, le potentiel. Moi, j'étais plus mitigé. Je disais, attention, les gars, il fait des bouts de match, 20-30 minutes. Vous êtes un peu rapide pour tirer des conclusions. Mais nous, on a une expérience que t'as pas vu, notre grand âge. Ce que je veux dire, on a vu Alain Giresse exploser à 30 ans. T'es d'accord, Guy? Voilà. Donc, j'ai payé ma jeunesse sur ce coup-là, mais je vous fais mon mea culpa et Doué, voilà. Et c'est largement mérité. Et c'est surtout sur les 6 premiers mois de l'année, de la 2025, depuis décembre et jusqu'à aujourd'hui, qu'il est extraordinaire. Après, justement, pour revenir sur Doué, moi, pour le trophée de meilleur espoir, j'aurais peut-être plus vu João Neves, qui me semble plus indispensable à Paris que les Désiré Doué. Allez, au match retour contre Arsenal, Neves, il a été colossal. Sur la saison, je préfère peut-être Neves, justement. Et moi, je trouve que Vitinha a fait une meilleure saison que Neves. Et justement, mais là, Vitinha, c'est plus un espoir, lui. Hein. Non, c'est pas pour ça que je dis ça. C'est pour revenir sur le 11, si entre Neves et Vitinha, c'est Neves que je sortirais pour mettre un Rabiot ou un Zakaria, tu vois. Donc, je me permettrai pas de le sortir pour dire après que c'est le meilleur espoir. Voilà. Alors, je voudrais pas être négatif, mais t'as parlé de la récompense de Kylian Mbappé. Oui. Est-ce que quelque part, il va peut-être pas finir la saison avec, excepté le titre de Pichichi en Espagne, de meilleur buteur, ce titre à l'UNFP et 0 titre? Est-ce que ce serait pas quand même très dur pour lui? Oui. Parce qu'il avait s'il avait voulu la Ligue des Champions, il serait parti loin et pas au PSG. Imaginons, et on l'espère tous, que le PSG batte l'Inter le 31. Là, c'est vraiment strike. Il avait déjà fait un effort là en restant 2 ans de plus. Les 2 dernières années, ça a vraiment été les prolongations. Là. C'était les prolongations, mais en tout cas, il l'a fait et à chaque fois, il a été déçu, bien sûr.
Et là, il se retrouve au Real où il est à nouveau déçu. Il y a un côté chat noir qui est assez. Et tu sais, ça me fait penser à Zlatan quand il était à l'Inter. Ouais, c'est vrai. 2009, il est à l'Inter, le Barça gagne. Il part au Barça, et l'Inter gagne l'année d'après. C'est un peu t'as ce côté. Waouh. Alors qu'Eto avait fait l'inverse. Eto, c'était Barça-Inter, il avait fait le doublé lui. Et Nicolas Palois n'a jamais gagné. C'est incroyable de Coupe d'Europe. Et oui, et Beraldo. Ah ouais, j'ai oublié Beraldo. Mais il va peut-être gagner la Ligue des Champions. Dans l'échelle de Domenech, j'ai oublié Beraldo. Après Philippe, Kylian Mbappé est toujours en course pour remporter le sous leader européen. Oui. Il est seulement il est 3e du classement avec 3 points de retard sur Gyökeres. 3 buts. Et un de retard sur Mohamed Salah, donc il est toujours en course pour ce trophée-là. Ah, il est toujours en course pour ce trophée-là. Allez les amis, on va à Mbappé, on va parler d'un match auquel il a un peu participé dimanche dernier, puisqu'il a fait un triplé. On va parler de l'arbitrage qui a été pour le moins surprenant entre le Barça et le Real, alors que le Barça jouait à domicile. On aurait pu croire qu'il jouait à l'extérieur. Et quand on voit les décisions différentes entre PSG Arsenal et Barça Real, et on va retrouver une arbitre qu'on adore dans les vraies voix du foot, c'est Virginie Guillen dans quelques instants. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Quentin Fredon, et on a le grand plaisir de retrouver notre arbitre favorite, Virginie Guillen, arbitre de Ligue en Occitanie. Salut Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Salut Virginie. Bonjour à tous. Il fait beau en Occitanie ? À Montpellier, il fait très beau et il commence à faire chaud, c'est agréable. Bah heureusement, parce que vu le classement en Ligue 1, c'est pas brillant. Mais je suis méchant. C'est pas faux. Bah, tu sais recevoir, hein, Philippe. Et en plus, elle a mis les couleurs du TFC en plus, hein, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Alors, on va parler. Toujours dans l'Occitanie. C'est bien. Alors, tu as regardé le Barça Real du dimanche dernier. Quand on voit le penalty sifflé pour le PSG, d'ailleurs on a eu peur parce que les commentateurs ont dit vérification de penalty pour Arsenal et puis finalement c'était de l'autre côté. Ouais. Là moi j'avais le cœur à 140, j'ai eu vraiment la trouille. Et le penalty pas sifflé contre Tchouaméni avec le Real, comment est-ce que toi qui es arbitre tu expliques ça ? Il y a des consignes, comment ça se passe ? Parce que là les mains c'est devenu tout et n'importe quoi. Alors la loi 14 donc concernant le penalty, elle est claire certes. Cependant, comme vous savez, entre la main involontaire dans une position naturelle et la main volontaire dans une position qui n'est pas naturelle, où du coup le mouvement augmente artificiellement la surface de son corps, il y a une différence. En l'occurrence, M. Hernandez, donc l'arbitre de la rencontre, je pense, avait pris la bonne décision en premier lieu, avant de consulter la VAR. À l'oreillette, ses collègues, donc arbitres de la VAR, lui ont dit qu'il y avait main, donc il a consulté donc la vidéo, et il a bien vu qu'en effet, il y avait main. Cependant, il a expliqué que c'était une main non sanctionnable. Donc, moi, je suis un petit peu mitigée. Après avoir revu un petit peu au ralenti ces images, je fais confiance à M. Hernandez, à l'arbitre espagnol, qui, à mon sens, a bien arbitré. Mais Virginie, que dit la loi précisément ? Est-ce qu'il y a une histoire d'angle ? Est-ce qu'il y a à combien doit-elle être décollée du corps ? L'histoire de l'angle, ce qui a été dit pendant la barre, ce que tu disais, Guy. Le coup de l'angle quand les arbitres parlaient entre eux de l'angle. Oui, les arbitres à la VAR, on a eu, tu sais, la retranscription de leur discussion. Ils parlent d'un angle au-delà de, je crois que c'est à 45 degrés où c'est sanctionnable, etc. Et là, non, c'est 35 degrés en l'occurrence pour la main de Tchouaméni. Donc est-ce que vous avez des consignes précises sur un angle ? Enfin, quel est vraiment, pour toi, Virginie, tu siffles à quel moment ? Qu'est-ce qui te détermine ? En fait, c'est l'impact et la position du bras. Par exemple, si tu ressens que la posture, elle n'est pas naturelle, qu'en effet, l'agrandissement est trop exagéré, entre guillemets, ou prend trop d'ampleur, là, tu dois siffler. C'est vraiment, je pense, un feeling, un ressenti. Quand on n'est pas dans le match et qu'on voit les images... il y a une part de ressenti, d'accord. D'accord. Mais là, Tchouaméni, visiblement, il n'y a aucune intentionnalité. Il est surpris. Il est surpris, donc il y a pas. C'est naturel dans son geste. Oui, mais comme Arsenal, il n'y avait pas d'intentionnalité, il y a eu pénalty. Mais tu sais, moi, il n'y a pas d'intentionnalité, mais
si tu regardes bien le ralenti, il fait quand même. Donc le bras est écarté, il fait un petit geste. Alors que c'est peut-être un réflexe. Je dis pas qu'il se dit je prends le bras. Mais tu vois, c'est difficile. Ce qui est difficile en fait, c'est qu'il y a eu trois grands chapitres dans l'arbitrage, dans le règlement des pénaltys. Au début, c'était l'intentionnalité. Donc si je schématise, c'était volontaire ou pas, on disait. Volontaire, on disait volontaire. En gros, le ballon passe à côté, le gars tend le bras et tu vois son attitude qu'il a mis, pénalty. Ensuite, on a dit on s'en fiche, on s'en fout de l'intentionnalité ou pas du joueur, c'est s'il élargit la surface de son corps qui a pénalty. Et là, les gars ont commencé à défendre les mains dans le dos, c'est insupportable. Et du coup, ils se sont dit, exactement, c'est anti-football. Donc, on va faire un mix des deux. Il faut qu'il élargisse de manière non naturelle la surface du corps et qu'il y ait une intentionnalité. Mais alors, moi, il faut qu'on m'explique à partir de quel moment on peut juger de ce qui se passe dans la tête du joueur sur l'intentionnalité ou pas. S'il élargit, c'est factuel, tu vois. C'est là où, pour moi, c'est ambigu. Et il faut mettre le moins d'ambiguïté possible pour faciliter la vie des arbitres. L'avis de Madame l'arbitre. Virginie. Alors, c'est pas faux ce que dit Emmanuel. Cependant, alors il y a différentes manières d'arbitrer selon, en premier lieu, les fédérations. Par exemple, en Angleterre, on laisse beaucoup jouer. On appelle ça le let's and play. En Espagne, l'arbitrage est plus technique et plus protecteur, justement. Normalement, et de ce fait, en général, les mains, elles sont plus souvent sanctionnées quand même. Même si elles semblent involontaires. Après, est-ce que possiblement il y a eu des directives aussi? Faut savoir que les défenseurs, c'est pas facile également pour eux. Ils sont pas des manchots, donc c'est difficile de courir et de défendre les mains collées au corps. Donc il y a un ressenti sur le terrain que nous, spectateurs, nous ne pouvons pas comprendre. Donc l'arbitre, je pense, a bien fait de voir du coup la vidéo et de rester sur sa première décision. Voilà, il a appuyé en fait sa première décision à travers la vidéo, même si je suis tout à fait d'accord avec vous, cela porte à confusion. Ouais. En fait, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, hein, Virginie, c'est qu'en fait l'idée qui a été en Angleterre, ça a été de dire on va faire un arbitrage qui ressemble à notre football. Le kick and rush, très engagé, physique, donc la priorité c'est qu'il y ait du jeu. En Espagne, c'est plutôt technique, on va préserver l'intégrité physique des joueurs. Donc il y a une logique qui s'entend derrière ça, c'est de dire on va arbitrer quelque part comme on joue, pour que ce soit en adéquation. Et quelque part, ce qui a créé le décalage, c'est la Ligue des Champions et plus globalement la Coupe d'Europe, où là il y a une loi de l'arbitrage universel. Donc que tu sois espagnol, anglais, français ou italien, quand tu joues en Ligue des Champions, il y a une manière d'arbitrer. Et en fait, pour tous les et que je te coupe, souvent c'est des arbitres qui sont pas des grands championnats qui t'arbitrent. La finale de la Ligue des Champions, ce sera Ivan Kovac qui est roumain. Où tu peux avoir des Polonais. C'est un peu égalisé quand même les différences entre pays. Ce que tu disais par exemple sur le foot anglais, ça a vraiment. Mais du coup, Guy, ce qui est avant les gars chargeaient le gardien. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'était très bien. Mais ce qui gêne du coup tous les supporters, que tu sois français, espagnol, italien ou anglais, c'est que le mercredi on va t'arbitrer d'une manière et le samedi d'une autre. Quelle que soit la manière, ce sera pas la même que la Ligue des Champions. Et je pense que c'est ça pour les supporters et tous les acteurs qui est dur à accepter. Virginie, et après j'ai une question toujours sur ce match. Totalement. En France, par exemple, on a un arbitrage qui est plus réglementaire, avec une philosophie qui est plus stricte sur les contacts. Les fautes, elles sont un peu plus sifflées rapidement, donc ça hache en fait le rythme du match. Et dans d'autres pays, donc notamment l'Espagne, c'est vrai que normalement c'est un peu davantage. Ouais, c'est plus protecteur, mais ça laisse un peu plus jouer. Donc en fait, la loi, en effet, les lois sont les mêmes pour tous, mais moi je peux comprendre que selon les pays, selon les championnats, moi je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, et je suis même pour dire que la loi peut être interprétée selon la sensibilité des arbitres. Ah mais c'est clair. On sait que l'arbitre qui tient bien son match et tout ça, il va laisser passer des choses parce que c'est, tu vois, t'as un rythme du match, t'as quelque chose qui est de l'ordre du je ne sais quoi ou du presque rien, comme disait Jankélévitch. Pardon de sortir. Il jouait dans quelle équipe, Jankélévitch? Sûrement encore des Slaves quelconques. Non mais et donc ce que dit Virginie depuis le début et peut-être elle n'ose pas vraiment le dire, mais il y a aussi le feeling de l'arbitre. Et si l'arbitre est bon, son feeling sera bon. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire, sans vraiment, et tu pourras toujours dire, oui, mais la loi dit que machin, etc. Mais il y a l'esprit.
Oui, mais juste Virginie, avant. Il y a la personnalité aussi, Emmanuel, excuse-moi, je te coupe. Il y a la personnalité de l'arbitre. En fait, une rencontre, c'est pas un arbitre, ce n'est pas qu'un être humain qui est là pour appliquer les lois du jeu. C'est bien plus que ça. C'est une personnalité. C'est quelqu'un qui est là pour faire aussi de la pédagogie, de la prévention, qui est responsable donc de la sécurité et de l'intégrité physique des joueurs. Il doit connaître le contexte historique, il doit connaître. C'est vraiment même au niveau régional, donc même au niveau amateur, nous avons des directives qui sont très pointilleuses. Donc j'imagine même pas au niveau international. Au niveau international. Faut faire confiance aux arbitres s'ils sont là. S'ils sont désignés sur ces matchs-là, c'est qu'ils en ont les compétences. Et en l'occurrence, Hernandez, il a bien montré, puisqu'en fait, dans sa décision initiale, malgré la VAR, qui en plus, pour le coup, ça lui porte préjudice parce que ça fait encore monter la mayonnaise. Donc, pour le coup, ça lui porte préjudice. Mais ceci dit, il continue d'appuyer sa première décision, son premier ressenti, il se fait confiance. L'arbitre aussi a un instinct et quelque chose d'inexpliqué en fait. Je pense aussi que c'est l'expérience. Mais je ne sais quoi, ou presque rien, c'est ce que je viens de te dire. Mais il faut juste une question, excuse-moi, juste une précision. Il faut en plus, il y a une pression terrible. Tu imagines le courage qu'il faut au mec qui est déjugé par la VAR l'appelle pour contredire éventuellement une décision qu'il vient de prendre. Le gars traverse le terrain, t'as les entraîneurs, t'as les staffs, et le gars est devant son écran, t'as le public au-dessus. Il faut vraiment une force terrible. T'as vu ce qu'il a dit à la VAR, Hernandez, il a dit born to be alive, quoi. C'est c'est ça. Hernandez. Oui. Ok. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Non, mais pour revenir à ce que tu disais. Les gars, je fais des références de votre génération. Je trouve que la partie instinctive ressentie du jeu, elle est en partie tuée par la relation à la VAR qui est froide, tu vois. Donc en fait, je suis d'accord avec votre argument, mais je trouve qu'il est vraiment atténué depuis qu'à la VAR. Dans tous les grands matchs, tu remarqueras, il y a toujours un bon arbitrage. Les grands matchs, il y a un grand arbitrage. Alors, une question. Parce c'est un équilibre. C'est un équilibre à avoir entre les deux équipes et entre les décisions du coup qui sont prises. Et je trouve justement que lors de cette rencontre, l'équilibre il était quand même relativement présent. Alors Virginie, il y a une autre question que je me pose. Juste après la main de Tchouaméni qui n'est pas sanctionnée, Fermín Lopez marque un but qu'on peut qualifier de splendide. Oui. Mais le but est refusé parce qu'il y a un ballon. Le ballon lui touche le bras de manière totalement involontaire, il retombe. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que quand Tchouaméni touche le ballon involontairement, ça change rien, donc on siffle pas penalty, mais que là le ballon touche le bras de Fermín Lopez pas volontairement, mais qu'on siffle et qu'on annule le but. Là moi j'ai pas compris la cohérence, excuse-moi. Ce n'est pas la même action. Ce n'est pas la même action de jeu. J'ai bien regardé au ralenti l'action et en fait il est pris dans sa course et en effet le ballon vient toucher sa main qui pour moi malgré le fait qu'elle soit involontaire augmente sa surface corporelle. Je suis 100% d'accord et c'est presque une conduite de balle, il la pousse involontairement, je suis d'accord. Et impacte le sens du jeu. Donc celle-ci est sanctionnable. Ça, c'est clair et net. Mais fut-elle involontaire? Non, mais juste, Virginie. Parce qu'à notre époque, c'était main volontaire, main involontaire. Oui, d'accord, mais là, c'était à ton époque. Philippe. Non, mais c'est vrai. Si je dis pas de bêtises, c'est pas le même règlement pour les mains dans la surface et en dehors de la surface. En dehors de la surface, à partir du moment où il y a main, il y a main. Il n'y a pas d'intentionnalité. Tu me confirmes, Virginie, ou pas? C'est pas le même règle quand tu es dans une phase défensive comme Tchouaméni et offensive comme Fermín Lopez. Mais c'est pas le même règlement. Quand tu es dans la surface, tu as l'intentionnalité. Par exemple, si tu es sur une action offensive, si Tchouaméni franc corner pour le Real, Tchouaméni s'apprête à. Mais la main de Thierry Henry contre l'Irlande. Celle-là, elle est flagrante. La même main de Tchouaméni dans la surface adverse, dans la surface du Barça, elle aurait été sifflée. T'as pas le même règlement dans les deux surfaces et t'as pas en phase défensive ou en phase offensive et t'as pas le même règlement quand t'es au milieu du terrain. Tu me confirmes ou pas, Virginie? C'est pas forcément ça. C'est que en tant qu'arbitre, tu n'as pas. Comment dire, la même la même acuité sur l'action. En fait, tu vas un peu descendre entre guillemets ta sanction selon où tu te trouves en effet. Donc la main de Tchouaméni dans la surface du Barça, elle serait sifflée. Pour moi, non. Ah oui. Mais en l'occurrence,
tu veux dire de. Chouameni, s'il avait la même main qui fait la même action, s'il la fait pas dans sa surface, mais dans la surface adverse, est-ce qu'elle aurait été sifflée sa main? Sachant que, comme tu dis, le seuil de tolérance descend. Ah, c'est passionnant. Non, mais tu vois, c'est vaste programme. On te remercie. Ça, en effet. On termine par une question ouverte. On termine par une question. Le débat sera lancé. Virginie, merci à toi, Virginie. C'était top. Avec plaisir. Un plaisir. Merci à toi, Virginie Guillen, arbitre en Ligue Occitanie, qu'on connaît bien. Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Seda. Merci à Marie à la réalisation. Tout de suite, vous retrouvez l'ami Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie. Il reçoit Nicolas Devilliers.